La tension ne s'estompe pas au Bénin. Ce jeudi, les affrontements entre population et forces de l'ordre ont repris aux alentours du domicile de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Immersion dans le quotidien des personnes atteintes de maladies rénales, les difficultés liées à leur traitement dans cette édition. Puis l'Inde sera frappée par le cyclone Fani vendredi. Les autorités évacuent les populations avant son passage. Ravi de vous savoir au rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. De nouveaux affrontements ont éclaté ce jeudi aux alentours de la résidence de l'ancien président Boni Yayi au Bénin. Des tirs à balles réelles ont été entendus et une personne au moins a été tuée lors des manifestations. On enregistre également des personnes blessées par balles. Les violences sont reprises ce jeudi aux alentours de la résidence de l'ancien président béninois Boni Yayi. Si dans la matinée, la ville de Cotonou était sujette à une certaine accalmie, laissant les populations vaquer à leurs tâches quotidiennes, la situation a tout fait de changer. De nombreux affrontements ont éclaté, opposant des populations exaspérées aux forces de l'ordre qui ont fait usage de tirs à balles réelles, faisant pour l'instant au moins un mort. Déjà la veille, des échauffourées avaient éclaté un peu partout dans tout le pays. Des pertes en vies humaines auraient été enregistrées lors de ces heures de mercredi qui ont également causé beaucoup de dégâts. Dans le nord, à Kandi, l'une des principales usines de coton du pays, secteur dans lequel le président Patrice Talon a fait fortune avant de se lancer en politique, a été incendiée dans la nuit par les manifestants. Pour rappel, mardi, les anciens présidents béninois Boni Yayi et Nicéphore Soglo avaient lancé un ultimatum au chef de l'État Patrice Talon pour annuler les législatives du 28 avril dernier, les qualifiant de coup d'État électoral. Patrice Talon, élu en avril 2016, est accusé d'avoir engagé un tournant autoritaire au Bénin, pays pourtant considéré comme un modèle de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Amnesty International et de nombreuses associations locales de la société civile béninoise ont dénoncé les coupures d'Internet ainsi qu'un niveau de répression alarmant dans le pays sous l'actuel régime. Les belligérants au Soudan du Sud se réunissent jeudi et vendredi à Addis Abeba à l'appel du bloc régional Est-Africain IGAD. Objectif, relancer l'accord de paix signé en septembre 2018 dans la capitale éthiopienne, un accord actuellement dans une impasse. L'organisation régionale Est-Africain IGAD tente de relancer l'accord de paix signé en septembre 2018 à Addis Abeba entre les belligérants dans la crise au Soudan du Sud. Les différentes parties dans cette crise se réunissent jeudi et vendredi dans la capitale éthiopienne pour trouver une solution à l'application du dit accord actuellement dans l'impasse. Cet accord prévoyait une période de transition s'achevant le 12 mai, à l'issue de laquelle un gouvernement d'unité nationale devait être formé. Mais sa mise en œuvre a pris beaucoup de retard et gouvernement et rebelles sont en profond désaccord sur l'attitude à adopter. Le gouvernement sud-soudanais, dont le porte-parole a fait savoir que le président Salva Kiir ne se rendrait pas à Addis Abeba, est déterminé à ce que le calendrier initial soit respecté et entend faire porter la responsabilité d'un échec à la rébellion. Le chef rebelle Riek Machar, attendu lui dans la capitale éthiopienne, doit redevenir vice-président selon les termes de cet accord. Mais estimant que sa sécurité ne serait pas assurée à Djouba, il a demandé un report de 6 mois pour la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit de la 3e tentative de faire travailler ensemble Salva Kiir et Riek Machar, dont la rivalité a déclenché en décembre 2013 une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et déplacé plus de 4 millions de Sud-Soudanais. L'Union africaine a donné un nouveau délai de 60 jours aux militaires soudanais à la tête du pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir pour remettre le pouvoir aux civils. Faute de quoi, l'organisation continentale menace de suspendre le Soudan.
Dans un communiqué qu'il a publié mardi, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a indiqué qu'il entend accorder un nouveau délai allant jusqu'à 60 jours pour que les militaires au Soudan remettent le pouvoir à une autorité civile de transition, un ultimatum accompagné d'une menace de sanctions de suspension du pays de l'organisation. Avec la même menace de sanctions, l'Union africaine avait déjà, le 15 avril dernier, donné 15 jours pour que le pouvoir soit transféré aux civils à la suite du renversement du président soudanais par les militaires après des mois de manifestations populaires. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a réitéré qu'une transition menée par des militaires à la tête du Soudan serait absolument inacceptable et contraire à la volonté et aux aspirations légitimes du peuple soudanais. Note avec grand regret que les militaires soudanais n'ont pas cédé leur place ni remis le pouvoir aux civils dans le premier délai que l'organisation leur avait imparti. Le principal groupe de la contestation a appelé à une marche d'1 million de manifestants jeudi après l'annonce par les militaires que leur chef Abdel Fattah al-Burhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Objet de nombreux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir. En Tunisie, le chef du gouvernement Youssef Chahed assure vouloir continuer la lutte contre la corruption. C'était lors d'un rassemblement au cours duquel il a affirmé que son gouvernement a obtenu le soutien politique du bloc parlementaire Taïa Tounes. Les appuis politiques du gouvernement se sont renforcés depuis la création de Taïa Tounes. Cela a donné au gouvernement l'appui dont il avait besoin dans cette période difficile que nous vivons. Je vais continuer la lutte contre la corruption, les corrompus, les mafias. Et moi, je suis encore sur mes promesses. Je ne prends personne à la légère. Je ne protège personne face à la vérité. Je n'ai peur de personne et cela je le dis, je l'ai dit et je le redirai. Et aujourd'hui, grâce à vous, le gouvernement n'est plus seul. Personnellement, je ne me sens plus seul dans cette bataille. Au Sénégal, 750 000 personnes sont touchées par des maladies rénales. Chaque année, 1 000 à 2 000 personnes se retrouvent au stade le plus critique par manque de soins et ne disposant pas de ressources financières pour y accéder. À travers ce reportage, nous vous invitons à suivre la réalité à laquelle se heurtent les personnes atteintes de maladies rénales. Dans le village de Darou Salam Baye, Hadim et ses oncles viennent se recueillir sur la tombe de la mère de Hadim, morte à 49 ans à cause d'une insuffisance rénale qu'elle n'a pas pu soigner. Elle était restée 20 jours au lit sans être dialysée, faute de places dans les hôpitaux publics, faute d'argent pour se soigner dans les hôpitaux privés, où une séance de dialyse est facturée à 65 000 francs, soit plus que le SMIC au Sénégal. La maladie des insuffisances rénales, c'est dur au Sénégal. Si les pauvres ont cette maladie, tout le monde en mange parce qu'on n'a pas de moyens de le soigner. Personne ne le soigne. Si tu ne payes pas, on ne te prend pas. Ce cas n'est pas unique. Amidou Diallo est retraité. Comme plusieurs malades d'insuffisance rénale, il a connu l'enfer de la dialyse. Sans l'aide de sa sœur, il n'aurait pas pu être soigné pendant 8 ans dans un centre privé. Désormais, avec son association, il tente de lever péniblement des fonds pour venir en aide aux malades d'insuffisance rénale. Le Sénégalais moyen, c'est le SMIC. Le SMIC est de 65 000 francs par mois. Si on demande à un SMICard de payer 840 000 francs par mois, ça fait à peu près 9 millions par an. Mais il ne peut pas. Donc, au lieu de faire ces 3 séances de dialyse hebdomadaires, il fait une dialyse chaque 15 jours, puis une dialyse par mois. Il grossit, il l'enfle et il meurt. Au Sénégal, 750 000 personnes sont touchées par des maladies rénales. Chaque année, 1 000 à 2 000 personnes se retrouvent au stade le plus critique.
Hors de l'Afrique à présent, le cyclone tropical Fani, localisé dans le golfe du Bengale avec des vents allant jusqu'à 205 km/h, pourrait atteindre les côtes de l'État indien d'Odisha demain vendredi. L'Inde prend donc toutes ses précautions et se prépare à son arrivée. Voici les images. Les autorités indiennes se préparent pour le passage de Fani, un cyclone tropical localisé dans le golfe du Bengale. À en croire le service indien de météorologie, la tempête pourrait toucher vendredi après-midi l'état d'Odisha au sud de Calcutta et suivre une trajectoire traversant des zones peuplées de plus de 100 millions d'habitants. Près de 800 000 personnes ont été évacuées de régions de l'Est de l'Inde qui pourraient être sur la trajectoire du cyclone vers des zones sûres dans la nuit de mercredi à jeudi. Plus de 3 000 centres d'accueil ont été mis en place dans des écoles et des bâtiments publics pour recevoir 1 million de personnes. Les autorités se tiennent préparées à larguer plus de 100 000 paquets de fruits séchés ou sinistrés. Jeudi, la tempête, qui est annoncée comme la plus forte en près de 2 décennies dans l'Est indien, était en train de se renforcer au-dessus du golfe de Bengale à 250 km des côtes, progressant lentement vers l'ouest. La tempête devrait être accompagnée de vents soufflant à 180 voire 190 km/h avec des rafales à 200 km/h, ce qui ferait l'équivalent d'un ouragan de catégorie 3 à 4. Plus d'une centaine de trains ont été annulés ces dernières 48 heures, mais 3 trains spéciaux effectuent des voyages pour évacuer pèlerins et touristes. Il faut dire que l'Est et le Sud-Est de l'Inde sont régulièrement frappés par des tempêtes tropicales entre avril et décembre. En 2017, 250 personnes avaient été tuées lors du passage du cyclone Oki dans le Tamil Nadu et le Kerala. Pour le deuxième jour consécutif, des centaines de Vénézuéliens ont manifesté à Madrid en soutien à la tentative de renversement du président Nicolas Maduro. Une tentative de renversement lancée la veille par l'opposant politique Juan Guaidó et un groupe de militaires à Caracas. Des centaines de Vénézuéliens à Madrid ont manifesté mercredi en soutien à la tentative de renversement du président Nicolas Maduro, lancée la veille par l'opposant politique Juan Guaidó et un groupe de militaires à Caracas. Mardi, les Vénézuéliens avaient déjà investi la Puerta del Sol en écho aux manifestations à Caracas de milliers de leurs compatriotes après l'appel au soulèvement lancé par Juan Guaidó, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, dont l'Espagne. Certains manifestants qui ont exprimé leur peur de la situation au Venezuela disent soutenir leur peuple, leurs familles et leurs amis qui manifestent à Caracas. D'autres Vénézuéliens vivant à Madrid donnent de la voix pour réclamer la fin de l'usurpation et des élections libres dans le pays où ils espèrent retourner un jour en paix. Pendant ce temps, l'ancien maire de Caracas, Antonio Ledzema, l'un des leaders de l'opposition à Nicolas Maduro, présent à Madrid, a applaudi la solidarité du gouvernement espagnol, permettant à Leopoldo López, autre figure de l'opposition, et sa famille de s'abriter dans la résidence de l'ambassadeur espagnol à Caracas. Leopoldo López avait été libéré mardi par des militaires alliés à Guaidó, alors qu'il se trouvait assigné à résidence à Caracas depuis 2017. Voilà, fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.